Au début 1940, la France pouvait encore espérer être épargnée par la guerre de manière directe. Les optimistes pensent que la ligne Maginot est un obstacle infranchissable et qu'elle dissuade Hitler de toute tentative belligérante. Pour les pessimistes, il ne fait aucun doute qu'il a une revanche à prendre sur la France et qu'il viendra frapper à la porte. On sait comment l'histoire s'est déroulée. Le 22 juin 1940, la France signe l'armistice, vaincue. Elle n'est pas la seule à souffrir, l'Allemagne étend sa zone d'influence sur presque toute l'Europe au gré des victoires militaires et des alliances politiques. Et évidemment la mode passe au second plan, si ce n'est au troisième. Le fait le plus significatif, ce n'est pas tellement l'envie de ne plus créer, mais de ne pas avoir de quoi le faire. Bien vite, toutes les matières premières nécessaires à sa création se font rares, bref on manque de tout. Dans le domaine de l'abondance matérielle, l'Europe n'est pas aux premières loges, mais au mieux assise sur un strapontin. Aux USA c'est un peu mieux, le territoire national est vierge de tout combat, pour l'instant ils ne sont même pas officiellement en guerre mais ils s'y préparent. Tout en soutenant l'Angleterre qui est soumise au bombardement, le Blitz comme ils l'appellent. Pour une part le pays se suffit à lui-même, la nourriture ne manque pas, bien que la dépression économique des années 30 en laisse pas mal sur le carreau. Dommage pour le nylon, mais cette belle invention que chaque Américaine rêve de porter sous forme de bas est réservée à l'effort de guerre. Alors on s'accommode de ce qui est disponible, même s'il faut user d'artifice et faire croire que la pénurie de bas stimule l'imagination. Si on n'en a pas, on se teint les jambes enfoncées et on dessine une couture pour faire illusion. Bien sûr, il est déconseillé de prendre un bain 3 fois par jour. Cette pratique court dans tous les pays en état de guerre, du moins ceux où le port des bas fait partie des habitudes quotidiennes. C'est le choix entre retourner aux disgracieux bas de laine ou tromper l'ennemi. Il ne faut pas trop compter sur le bas de soie, car il se fait aussi rare et est carrément interdit en Angleterre. Même dans son célèbre discours de 1940, Churchill aurait pu ajouter « Je n'ai à vous offrir que du sang, du labeur, des larmes, de la sueur et des bas de laine ». Mais la guerre connectée de manière restrictive au-dessous évolue dans l'air du temps. L'année 1940 verra l'avènement de quelque chose qui fera date dans l'histoire, la pin-up. C'est dans le magazine Esquire que paraît la première du genre, née sous le pinceau d'Alberto Varga, un Péruvien établi aux États-Unis. Il en dessine déjà depuis une vingtaine d'années, mais à partir de ce moment-là elle entre dans la conscience collective. C'est sans doute le contexte de la guerre qui a permis son avènement sans trop inquiéter les censeurs débordés par cette tenue légère et la popularité du phénomène, car elle est adoptée comme mascotte par les soldats. On la peint, la dessine sur les véhicules militaires, ou sert d'illustration pour les calendriers. L'Angleterre l'adopte également et va même plus loin avec un trait d'humour. Le Daily Mirror publie les dessins d'une pin-up blonde étourdie, Jane, créée par Norman Pett. Gaffeuse, elle laisse entrevoir ses dessous, ce qui lui vaudra la réputation de meilleure arme secrète britannique de la Seconde Guerre mondiale. On sait que pendant ce temps des rumeurs faisaient état de savants américains travaillant à une autre arme secrète d'une puissance destructrice jamais égalée, ce qui sera la future bombe atomique. Une bombe atomique contre une bombe atomique. Un autre fait marquant encore en vigueur de nos jours, le port des dessous à même la peau. Fini la culotte froufroutante, le slip devient bien serré. Les bas, quand on en possède, finissent de consacrer le porte-jartel qui se porte sous la culotte, exit la jarretière. La combinaison camoufle plus ou moins légèrement le tout, soutien-gorge y compris. Chez les hommes le maillot de corps devient une camisole qui s'enfile simplement par le haut. La française, elle, se débrouille comme elle peut, le manque de tout est drastique. Les chaussures à talons compensés deviennent une sorte de mode par la force des choses, surmontées de sockets roulés sur leurs chevilles. Les femmes en pantalon n'ont jamais été si nombreuses. Dame, il a des avantages évidents, il est solide et surtout il tient chaud, se chauffer est un luxe suprême. Parmi les petits métiers, celui des remailleuses prospère. On possède une paire de bas, ce n'est pas une maille qui file qui signifie sa mort, il est bien trop précieux.
À l'issue de la guerre, la marque Vitos met une machine à remailler les bas sur le marché. Si l'immense majorité de gens se serrent la ceinture, quand on en possède une, certains petits malins profitent bien de la situation. Le soldat allemand, loin des colères de son bien-aimé Führer, n'en est pas moins friand de distractions un peu coquines. Les fameuses folies bergères relancent le spectacle avec froufrou incorporé, symbole de légèreté et de plaisir facile. Sans doute plus que le champagne ou les bons petits plats à la française, c'est l'image qui est la plus ancrée dans l'esprit du soldat de la Wehrmacht. Par la même occasion, les officiers se rendent volontiers au One-Two-Two, le plus célèbre et luxueux des bordels parisiens qui connaîtra une sorte d'officialisation. L'humour ne perdant jamais tout à fait ses droits, les pensionnaires en argot parisien deviennent des essoreuses. Trouver de la lingerie fine avec la bienveillance de l'occupant, c'est dans le domaine du possible avec la complicité de quelques personnages pas trop regardants sur les moyens. Comme les époques troubles, des personnages peu recommandables trouveront le terrain propice à leurs activités criminelles. Le plus célèbre fut Marcel Petiot, un Landru transposé dans une autre guerre, organisant des réseaux de passage à l'étranger dans lesquels tous les candidats disparaissent définitivement. Du côté des vedettes, certaines se verront reprocher leur attitude un peu trop amicale avec les Allemands, on parle aussi de collaboration horizontale. La fameuse Arletty, qui tourna pendant la guerre son plus beau rôle dans Les Enfants du Paradis, se verra reprocher le fait d'avoir entretenu une liaison avec un officier allemand. Elle aurait alors lancé sa fameuse phrase « Mon cœur est français, mais mon cul est international ». Il est clair que l'activité culturelle et artistique marque le pas comme la mode. Il est certain qu'une femme habillée avec une certaine recherche est regardée de travers, alors que tout est introuvable sans passer par le marché noir. Elle n'obéit à des critères de mode, mais à un comportement que la morale d'alors peut réprouver. Mais à partir de 1943, l'armée allemande commence à connaître de sérieux revers. À fin 1944, le territoire français est presque libéré, à part une poche de résistance dans les Ardennes. Les GIs sont accueillis en héros. Les enfants lui réclament du chewing-gum, les femmes des bas nylons. Avec la fin de la guerre, l'aube d'un certain nouveau monde commence comme dans la symphonie de Mahler, un certain âge d'or pour le bas nylon et autres dessous. Quelques dates. 22 juin 1941, Hitler envahit la Russie. Ce sera un tournant de la guerre dont il ne mesure pas toutes les conséquences. 7 décembre 1941, attaque de Pearl Harbor et entrée des Américains dans la guerre. 21 août 1942, début de la bataille de Stalingrad, la plus importante sur le front de l'Est et un tournant de la guerre. 24 juillet 1943, en Italie, Mussolini est mis en minorité et remplacé par le maréchal Badoglio. On commence discrètement à discuter avec les Alliés. 6 juin 1944, les Alliés débarquent en Normandie. 25 août 1944, libération de Paris. 8 mai 1945, capitulation de l'Allemagne. C'est quand même sublime. C'est d'abord esthétique avant d'être sexy. C'est quand même agréable d'être une fille, une femme qui travaille, qui peut se permettre de porter des porte-jartelles parce que c'est effectivement bien plus joli, bien plus féminin, bien plus élégant.